Salut à toutes, salut à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien une fois de plus, la grande question de chaque live, mais c'est parti pour une demi-heure où on va parler du MBTI. Aujourd'hui, le cadre est un peu particulier parce que bah, voilà, vacances oblige, un peu dommage de rester dans un bureau. Donc voilà, je vous fais profiter de ce magnifique cadre des contamines. Mais on est là quand même pour parler boulot parce qu'on va parler MBTI, MBTI et comment est-ce que ce test peut participer à notre orientation, nous aider à faire les bons choix de carrière. Et, euh, et donc, tout d'abord, peut-être pourquoi est-ce que moi je voulais vous parler de ce test-là? C'est parce que pour moi, c'est le plus utile. Alors, il y a de nombreux tests, hein. On parle du disque avec les couleurs, il y a l'énéagramme. Il y a un test que j'aime beaucoup qui s'appelle Spark Types, je pense qu'il est assez récent. Il y a euh, des profils qu'on appelle RIASEC. Il y a plein de super tests qu'on utilise en bilan de compétences et que vous pouvez utiliser par vous-même. Mais je trouve que le MBTI a le mérite d'être assez précis parce qu'il va essayer de vous mettre dans une case, ce qui en soi n'est pas forcément très vertueux. On pourrait se dire, bah non, c'est pas ça que j'attends d'un test, je veux pas être mis dans une case. Mais en fait, il y a quand même 16 cases différentes, 16 tempéraments, 4 tempéraments et 16 personnalités. Et du coup, au final, ça va quand même dans un niveau de précision assez important. Et pour peu qu'on s'y retrouve, parfois on a vraiment l'impression que quelqu'un a lu en nous, que enfin, ce qu'on n'arrivait pas à exprimer a été compris. Et si on arrive dans ce cas de figure, bah, c'est une mine d'informations parce que c'est un test qui date des années, je crois, 60. J'ai pas fait trop de recherches sur l'histoire, mais, euh, mais voilà, c'est un test qui est vieux et donc il a été énormément documenté, surtout dans les pays anglo-saxons. Et donc il y a énormément de matière. Donc si vous vous retrouvez dans le profil, ben, il y a énormément de matière à creuser ensuite. Voilà, bon, je suis parti un petit peu bille en tête. Je ne sais pas si vous êtes présent ou s'il y a du monde, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit smiley. Ça me fera plaisir de savoir que vous êtes là aussi, si c'est le cas. Et puis comme d'hab, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Voilà, mon premier point, donc, c'était de vous expliquer pourquoi ce test-là. Je pense qu'il peut être très très éclairant. Ensuite, euh, c'est important quand même de faire un petit point sur qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est aussi un peu à surveiller quand on fait des tests de personnalité. En bilan de compétences et en coaching, on utilise des tests parce que c'est une mine d'informations pour mettre des mots sur ce qu'on a parfois du mal à exprimer, pour trouver des traits de personnalité que nous avons, des compétences, des qualités que nous avons, des zones d'ombre à éviter. Et ça permet de nommer des choses que par nous-mêmes, on a parfois un petit peu de mal à nommer. Donc, en ça, c'est très utile parce que ça va permettre vraiment de clarifier des choses là où, par nous-mêmes, on a parfois un petit peu de mal à être clair sur qui on est, ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas clair, ce qui n'est pas bon, etc. La limite, la grande limite des tests, je pense, c'est justement de se mettre un peu dans une case et de se dire, bah voilà, le test a dit ça, donc j'ai intérêt à faire ci, donc j'ai intérêt à faire ça. Euh, donc je n'ai pas telle compétence, donc j'ai telle compétence. C'est un peu comme lire un horoscope, quoi, faire un test de personnalité. Il faut le prendre avec des pincettes, sauf que là, pour le coup, c'est vrai. Mais faut le prendre avec des pincettes. Et l'idée, c'est de s'en servir. Et donc, comment se servir d'un test? On va évidemment parler de qu'est-ce que c'est que le MBTI et comment on passe ce test et comment on l'analyse. Mais en amont, à quoi ça sert en fait? Pourquoi faire un test comme le MBTI? Ben, moi, j'ai tendance à penser que ce genre d'exercice, ce genre de test, encore une fois, peuvent être très utiles quand on ne cherche pas à en conclure le métier qu'on va faire, quand on ne cherche pas à en conclure la carrière qu'on va prendre ou le virage qu'on va prendre. C'est trop ambitieux, c'est trop en demander à des tests qui ne sont ni plus ni moins des algorithmes avec pas mal de psychologie derrière. Donc quand vous passez sur le test, moi je vous invite vraiment à le faire dans un esprit de pure découverte et de pure curiosité pour aller chercher, au fond, les gens qui vous ressemblent, ils font quoi? Ils sont comment? Qu'est-ce qu'ils font comme carrière? Mais c'est pas pour autant que vous allez faire la même chose. Vous êtes différent, vous êtes unique. Et donc, il y a une subtilité qu'il faut respecter. Et donc, pour moi, l'utilité d'un test, c'est pas de trouver ce que vous allez faire, c'est de trouver des gens qui sont proches de vous,
je veux dire dans l'esprit, dans le tempérament, dans les compétences, dans les qualités, et avec qui vous allez bien vous entendre et que vous allez bien comprendre. Et en parlant avec eux, peu à peu, votre projet à vous va se dessiner. Donc moi, je vous invite vraiment à passer le MBTI comme un test qui a pour but de vous rapprocher d'autres personnes qui font des choses parfois très différentes de ce que vous faites, et d'être curieux de leur vie, curieux de leur métier, et peu à peu de voir comment vous pouvez croiser les données entre votre vie, votre métier, ce qui est important pour vous, vos compétences, votre histoire, et les personnes que vous avez rencontrées. Mais encore une fois, je pense qu'il faut être un peu mis en garde sur le fait de ne pas interpréter, de ne pas prendre pour argent comptant ce que vous allez retrouver dans ce genre de test-là. Et de ne pas le prendre comme des points d'arrivée pour votre évolution professionnelle, mais plutôt comme des points de départ pour une exploration future. Et d'ailleurs, dans les bilans de compétences, c'est souvent ce qu'on fait. Une première phase exploratoire qui n'a pas pour but de trouver la solution, mais qui a pour but de trouver des gens que vous allez rencontrer. Et ensuite, c'est vos rencontres qui vont définir votre projet, votre parcours, qui vont vous apporter des opportunités, qui vont vous permettre de clarifier les choses. Au fond, un test, ça apporte pas forcément de clarté. Ça apporte de la data, ça apporte des infos en plus. Mais comme vous avez déjà la tête qui explose de plein d'infos quand on cherche savoir, on est un peu dans ce cadre-là, bah en fait, ça va apporter encore plus de confusion. Même si ça va vous permettre de mettre des mots sur des choses, ça va apporter encore plus de paramètres qui vous définissent et qui vont faire que l'équation va être encore plus compliquée. Et donc, l'idée, c'est encore une fois non pas de chercher à résoudre l'équation, mais à aller rencontrer des gens qui vous ressemblent de plus en plus et qui font des métiers qui vous intéressent tout simplement. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup de retours. Alors, je ne sais pas si, je sais même pas si ça fonctionne. Je pense que tout marche bien, mais encore une fois, n'hésitez pas. Je crois que je reçois pas les émoticônes et tout ça, les petits pouces. Donc n'hésitez pas si vous êtes présent à laisser un petit commentaire. En plus, c'est la première fois que je le fais sur le téléphone, donc j'espère que ça fonctionne bien. Donc revenons-en au MBTI. Comment ça fonctionne? En fait, c'est un test qui va reposer sur, dans sa version allégée, dans sa version un peu simple, qui va reposer sur 4 facteurs. Chacun de ces facteurs, vous allez pouvoir être, entre guillemets, A ou B. Ça va être binaire sur 4 facteurs. Donc, ce qui fait que tout ça, ça laisse 16 possibilités. Pour chacun des facteurs, vous allez être soit à droite, soit à gauche, entre guillemets. Pour passer rapidement en revue quels sont ces facteurs. Ah, super, merci Valérie. Je me sentais un peu seul pour passer en revue ces facteurs-là. Le premier est très simple à comprendre, c'est introversion versus extraversion. Donc I pour introversion, pardon. E pour extraversion. Ça, on en a pas mal parlé il y a 2 semaines. Et donc, si vous vous posez la question de la différence entre les deux, allez faire un petit tour dans le live d'il y a 15 jours. Ça devrait. Super, merci Jordan. Ça devrait vous éclairer. Mais bon, donc la première chose que le MBTI fait, c'est de savoir si vous êtes plutôt introverti ou extraverti, ou si vous êtes au milieu. Je passe très vite là-dessus. Deuxième facteur du MBTI, ça va être la sensation versus l'intuition. Donc ça déjà, ça mérite un peu plus d'explication. Des personnes qui vont être S, c'est-à-dire sensitives, vont avoir tendance à envisager les choses, à percevoir le monde à travers leurs sens, leurs 5 sens. Ça va être des gens qui vont dans le détail, qui aiment le sens du détail. C'est des personnes, quand elles regardent un tableau, qui vont avoir tendance à regarder les éléments de ce tableau, à voir les choses, les faits, le concret. Donc ça, ce sont les S. Ensuite, il y a les intuitifs. Dans ce test, ça s'appellera les N. Les intuitifs, ils vont voir plutôt la big picture. Quand ils regardent un tableau, ils vont un peu comme des impressionnistes. Ils vont avoir une vision globale. Ils vont avoir l'atmosphère globale ou le message global qui s'en détache. Et donc ça peut être ce qui les différencie. Évidemment, on peut aller bien plus en détail de ces deux éléments-là. Une autre façon de séparer les S, les sensitifs, des intuitifs, c'est par exemple quelqu'un qui va décrire un événement qui s'est passé. Quelqu'un de sensitif va avoir tendance à décrire les détails. Voilà, par exemple, je sais pas, s'il décrit un accident de voiture à un policier, il va dire voilà, la voiture roulait à telle vitesse, elle était de telle marque, le conducteur avait l'air d'avoir, je sais pas, tel âge. D'ailleurs, c'était une femme ou un homme. Il va être très factuel. Un intuitif va avoir tendance à décrire, donc un intuitif, donc plutôt de l'autre côté, donc le N, va avoir tendance à décrire l'événement dans sa globalité. Il va dire voilà, il y avait quelqu'un qui avait l'air de
d'être très pressée dans sa façon de conduire. Je voyais qu'elle avait l'air préoccupée et, euh, et d'ailleurs peut-être qu'elle allait à un rendez-vous, etc. J'aurais tendance à essayer de voir la big picture, de prendre du recul sur ce qui se passe. Donc encore une fois, les deux sont très bien. L'enjeu, c'est de savoir si vous vous posez, si vous êtes plutôt quelqu'un qui voit les détails ou quelqu'un qui voit les big picture. Est-ce que vous êtes plutôt S, sensitif, vous aimez le concret, les choses factuelles, ou est-ce que vous aimez plutôt le sens caché et vous avez tendance plutôt à prendre beaucoup de recul et à garder des impressions globales de ce qui se passe, ou quelqu'un vous êtes plutôt N. Dans tous les cas, tout ce que je vous dis là, à la limite, il n'y a pas besoin de. Enfin, ça sert un peu à rien parce que les tests que vous allez passer le font à votre place, ce travail-là. J'essaie juste de vous illustrer ces quatre facteurs-là. Donc, on a parlé d'introversion versus extraversion. On a parlé de sensitif versus intuitif. Le troisième, ça va être la lettre T versus la lettre F. T pour think et F pour feel. C'est la façon dont vous allez juger les choses. Pour faire très très simple, les personnes qui seront donc T, plutôt thinkers, c'est des personnes qui se posent la question de savoir si ce qu'on leur a dit c'est vrai ou faux et qui vont juger un élément pour savoir si c'est vrai ou faux. Ils ont une certaine logique. Au fond, ce sont des gens qui ont une justice implacable. Les choses sont c'est A ou B. Qu'est-ce qui est encore une fois, qu'est-ce qui est vrai ou faux? Les personnes qui vont se retrouver de l'autre côté F, feeling, donc les feelers, ceux-là, c'est des personnes qui vont pas se poser la question de si c'est vrai ou faux, ils vont se poser la question de si c'est bien ou mal. Et ça change tout. Ça veut dire que par exemple, quand vous faites un feedback à un thinker, il va prendre votre feedback comme, ou plutôt, si vous recevez un feedback et que vous êtes plutôt thinker, donc T, vous allez prendre le feedback pour ce qu'il est, c'est-à-dire un feedback. Si la personne qui vous dit ça, elle a raison, vous allez le prendre en disant, OK, il a raison, c'est vrai. Et vous allez améliorer le truc. Et vous allez vraiment vous poser la question, est-ce que ce feedback, je le prends, je le prends pas, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux là-dedans? Un F, un feeler, il va prendre le feedback de manière complètement différente. Il va le prendre systématiquement de façon personnelle. Donc, il va être galvanisé si on lui a fait un feedback positif et il va être parfois démoralisé si on lui fait un feedback négatif parce qu'il se demande, en fait, il va se sentir jugé non pas sur les faits, non pas sur ses performances ou autres, mais sur ses valeurs personnelles et sur son identité. Un exemple pour vous illustrer cette différence entre thinkers et feelers, même s'il y en a encore, on pourrait aller beaucoup plus en profondeur, mais ce n'est pas l'objet ici. Imaginez une entreprise avec une équipe de commerciaux et il y a un commercial qui fout vraiment le bordel, qui sous-performe complètement et qui sous-performe tellement que ça met en péril l'ensemble de l'équipe. Il fait des bêtises, des erreurs business tellement importantes que ça met en péril l'ensemble de l'équipe. Bah, si le manager est un thinker, donc un T, il va se poser la question qu'est-ce qui est le plus logique, qu'est-ce qui est le plus rationnel, qu'est-ce qui est le plus juste, pas mathématiquement, mais qu'est-ce qui fait le plus sens? C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux avoir une équipe de 10 qui est en péril à cause d'un élément ou est-ce qu'il vaut mieux virer un élément? Et donc, il va avoir tendance probablement à virer cet élément pour le bien de tous. Un feeler va aller, enfin, un F va aller voir le truc complètement différemment. Il va se dire, OK, cette personne-là, avec ses valeurs personnelles, qu'est-ce qui serait juste, qu'est-ce qui serait bien ou mal, et non pas qu'est-ce qui est vrai ou faux. Est-ce que, euh, est-ce que cette personne-là n'a pas des problèmes personnels en ce moment? Est-ce que, après tout, ce serait une bonne chose ou une mauvaise chose de la virer? Est-ce que il va pas se poser la question de si c'est logique ou pas logique en fait. Il va se poser la question vraiment avec ses sentiments et non pas avec sa logique. Je sais pas si c'est tout ça, c'est très clair, mais n'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à partager, bien sûr, ou des questions. Troisième élément, ça va être, pardon, on était sur le troisième, le T ou le F. Le dernier, ça va se jouer entre P et J. Le P, je ne sais plus trop ce que c'est, je crois que c'est perceiving, mais je ne suis pas sûr. Et J, je crois que c'est jugement, judgment. Ça va surtout, en fait, ça va surtout exprimer la façon dont, comment dire ça. Euh, bon, je vais avoir du mal à l'expliquer simplement, comme quoi je ne connais pas assez le MBTI pour l'expliquer simplement. Mais ça va définir un peu comment vous faites les choses, comment vous prenez
comment vous prenez vos décisions, par exemple, comment vous vous organisez. Euh, En fait, quelqu'un qui va être P va avoir tendance à vouloir garder des portes ouvertes en permanence. C'est quelqu'un sur son bureau sera toujours en vrac, il y aura toujours plein de projets à la fois qui sont menés de front. C'est quelqu'un qui aime bien être en réaction dans les événements. C'est quelqu'un qui aime bien être un peu dans l'impro, ou en tout cas qui aime bien réagir au mieux en fonction d'une situation donnée. Le J, c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui aime bien contrôler, qui aime bien maîtriser les choses pour que la situation se passe au mieux pour lui ou pour elle. Je vous prends un exemple tout bête. Imaginez que vous êtes responsable pour votre groupe d'amis de réserver une place dans un festival de musique. Eh bien, un profil P va avoir beaucoup de mal à réserver la place. Et un événement qui a lieu, par exemple, dans 1 an ou dans 2 ans. Quelqu'un qui est P va avoir beaucoup de mal à passer à l'action, à acheter les places, parce qu'il va se dire, peut-être qu'en fait, tout le monde ne sera pas disponible à cette date-là. Ou alors, peut-être qu'il y aura encore un truc mieux qu'on pourrait faire, ou peut-être qu'il y aura encore un autre projet plus cool. Il va rester ouvert en permanence aux possibilités, ce qui fait qu'il pourra même avoir du mal. Ça va le faire flipper, en fait, de prendre la place, parce qu'il va se dire, zut, une fois que c'est pris, c'est verrouillé. Je verrouille des possibles. Je verrouille d'autres potentiels qui pourraient être encore plus cool. Là où un profil donc J, ça va être complètement l'inverse. Cette personne-là va être stressée jusqu'à ce qu'elle ait pris les places. Elle va être stressée jusqu'à ce qu'elle soit en maîtrise. Et la maîtrise, ça va être de prendre les places. Donc ça va être des personnes très organisées, qui aiment bien faire les choses rapidement, qui respectent toujours les deadlines, évidemment, et qui vont vite avoir besoin de se rassurer en finissant quelque chose avant d'en démarrer une autre. Leurs bureaux sont souvent tout bien rangés et il y a souvent un projet à la fois. Exactement, Jordan. C'est ça le. Alors encore une fois, je suis pas du tout expert. Je suis même pas formé au MBTI, donc c'est vous dire. Mais j'utilise beaucoup parce que je pense qu'on n'a pas besoin d'aller très en détail pour s'en servir de manière utile. Mais c'est ça, comme tu dis, Jordan, en commentaire, euh, le, les, les J vont être de bons planificateurs. Les P vont être de bons improvisateurs ou improvisatrices. Donc voilà pour les quatre lettres. Après, il y a encore des sous-dimensions. On pourra en mettre une cinquième, mais très honnêtement, je ne comprends pas et je ne connais pas assez ce niveau de détail pour vous en parler. Et je ne l'utilise pas. Donc maintenant, au fond, comment ça marche tout ça? Bah, vous allez pouvoir passer le test soit avec un professionnel agréé, et là, ça va être vraiment quelque chose assez profond, un peu une usine à gaz avec, je sais plus, un questionnaire d'une quarantaine de minutes avec des trucs sous-jacents, etc. Donc ça peut être très intéressant. Moi, personnellement, je m'en sers sur un site gratuit que, qui a ses limites, et je vais vous en parler, mais que je trouve très éclairant. Un site qui s'appelle 16 personalities, enfin 16personalities.com. C'est le nombre 16, puis personalities. C'est un site anglo-saxon, je ne sais pas si c'est anglais ou américain, et qui a fait un énorme travail. Donc, eux ne se revendiquent pas du MBTI, mais en fait, c'est un MBTI déguisé. Le test dure 12 minutes. Et donc, bah, je vous invite tout simplement à passer ce test. Là, juste après la visio, pourquoi pas. Et à regarder les résultats. Donc, les résultats, comme je vous disais, ça va être 4 indicateurs plus un cinquième. Si vous êtes relativement marqué sur chaque indicateur, si vous êtes bien à droite ou bien à gauche pour chaque indicateur, le MBTI va être un test qui va bien vous parler. Parce que ça veut dire que c'est pas que vous êtes extrême, mais ça veut dire que vous êtes bien représenté par un type. Si vous êtes mi-figue, mi-raisin sur les 4 indicateurs, ça va être difficile d'interpréter les résultats parce qu'en fait, vous pourriez être dans plein de types différents. Souvent, ce qui va se passer, c'est que sur 3 indicateurs, on va avoir un profil bien marqué, très à droite ou très à gauche, et puis sur l'un d'entre eux, on ne sait pas trop se situer. Et donc, c'est là que, c'est la limite d'un site gratuit. Et c'est là qu'il y a besoin d'avoir soit un professionnel du MBTI pour faire passer un vrai test, soit un coach qui va vous aider à savoir si vous êtes plutôt I ou E, P ou J, F ou T, S ou N, parce que le test n'a pas suffi. N'empêche que si vous passez le test et que vous voyez que les marqueurs sont quand même assez clairs, en fait, déjà c'est un bon point de départ. Et ensuite, ça va vous inviter à lire un résumé de votre profil. Et là, il se passe plein de trucs. Là, c'est passionnant. Vous allez lire des choses intéressantes sur la vie de famille, sur la vie amoureuse, sur la carrière, sur les métiers. Et il est possible que vous ayez l'impression que quelqu'un a lu en vous comme dans un livre ouvert, quoi. Parce que c'est quand même quelque chose d'assez puissant.
D'ailleurs, si vous écoutez ce live ou si vous suivez ce live, moi j'ai pas mal de ressources là-dessus. Donc si vous voulez en mail perso m'envoyer votre profil, je serais heureux de vous envoyer un pavé de 300 pages sur votre profil en anglais, mais qui peut vous permettre d'aller vraiment en détail de votre profil. N'hésitez pas à m'écrire en mail perso sur LinkedIn, je pourrais vous envoyer un peu de ressources. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, ça nous a pas beaucoup dit en quoi ça nous aide dans notre carrière. Ben, déjà, il existe des compétences stars dans le monde de l'entreprise et dans le monde professionnel, comme on l'a dit il y a 15 jours quand on parlait d'introversion et d'extraversion. Il y a des profils MBTI, il y a des profils qui vont être plus ou moins à l'aise en entreprise, qui vont plus facilement que d'autres trouver leur place. En fait, l'entreprise, à la base, c'est quand même plutôt un milieu qui est designé par et pour des personnes qui vont être plutôt extraverties. Alors là, n'hésitez pas à me contredire si vous n'êtes pas d'accord, mais c'est des choses que j'ai lues et avec lesquelles je suis d'accord. L'entreprise est plutôt un milieu réservé, en tout cas qui met en avant l'extraversion, plutôt des sensitifs que des intuitifs, des gens concrets et précis plutôt que des doux rêveurs ou des gens très conceptuels. En entreprise, on aime bien les choses qui marchent, on aime bien le retour sur investissement concret. Donc ce sont plutôt des E, des S. Ça va être plutôt des gens qui fonctionnent avec une certaine logique plutôt qu'avec leur cœur. C'est normal, l'entreprise, c'est une organisation, c'est un système. Donc un système a besoin d'une certaine logique, on n'est pas là pour faire que de l'humain non plus. Donc même si statistiquement, il existe plus de feelers, donc de F, que de thinkers, T, l'entreprise est quand même plutôt un monde qui tourne autour du T, autour de la logique. Est-ce que c'est vrai ou faux? Plutôt que est-ce que c'est bien ou mal. C'est pas tellement un milieu de valeurs, même si l'entreprise se prévaut de nombreuses valeurs. La plupart du temps, tout ça, c'est très bullshit. Et la réalité, c'est plutôt quel est le résultat net ou quel est le retour sur investissement d'un recrutement, d'un poste ou d'un projet. Et donc, on est bien plus dans du T que dans du F. Et enfin, en entreprise, on aime bien les choses qui avancent, on aime bien les choses carrées, les choses planifiées. On a besoin d'ailleurs d'aller au bout des projets. On ne peut pas être en perpétuelle prospective. Et donc, on a besoin de planifier, d'exécuter, et donc évidemment d'être plutôt J. Donc, au fond, si vous êtes E, S, T, J, E, S, F, J, il est probable que vous vous sentiez plutôt à l'aise, non seulement en entreprise en général, et même dans votre carrière. Parce que ça va être des profils qui ont tendance à se poser moins de questions et qui vont plus trouver leur place, en fait, tout simplement, et pouvoir performer et rayonner assez naturellement. J'ai plus beaucoup de batterie, donc si ça coupe, ce sera la fin de l'épisode. Le calvaire, c'est pour des personnes qui vont être par exemple I, introverties, N, intuitive, F, feeling, et P, des gens en perpétuelle ouverture, prospectifs qui ont du mal à finaliser les choses. Et donc, la plupart des personnes INFP que j'ai pu accompagner, ou ENFP d'ailleurs, c'est des gens qui ont beaucoup de mal à trouver leur voie, pour plein de raisons. Déjà parce que l'entreprise n'est pas designée pour eux, et en plus, parce qu'il y a quelque chose qui est propre à leur profil, les INFP et les ENFP, c'est qu'ils et elles, vont avoir tendance à imaginer leur carrière comme une vocation, et non pas comme un gagne-pain, ou même pas comme un métier. Ils ont leur propre système de valeurs qui va compter énormément, et donc ils vont mettre la barre très très haut sur des critères personnels, jusqu'à avoir trouvé une sorte de plénitude. Il y a une forme de... je trouve pas le mot, mais il y a vraiment une recherche d'absolu chez les INFP qu'on va pas trouver chez leur inverse. Et donc, si vous êtes INFP ou ENFP, si vous êtes paumé, rassurez-vous, c'est entre guillemets, c'est pas un échec, c'est juste que la place est plus dure à trouver, le monde est moins designé pour vous, tout simplement, en tout cas le monde de l'entreprise. Et ça n'empêche pas d'avoir des carrières magnifiques, il y a plein d'exemples. Mais le chemin sera probablement plus difficile pour vous. Le but ici, c'est pas d'aller dans un niveau de détail de fou, parce que déjà, il reste plus beaucoup de temps, et puis je le ferai moins bien que ce que vous allez lire sur Internet, dans les docs, etc., ou dans les docs que je pourrais vous envoyer si vous m'envoyez un petit message. Je voulais juste prendre deux exemples. Le fameux INFP et le fameux ESTJ, les deux inverses. Et je voulais prendre le temps de dire, voilà, quelles sont les implications en termes de carrière. Je ne vais pas vous parler des compétences, parce que là aussi, ça prendrait un petit peu de temps. Mais
À part vous dire peut-être qu'un INFP, ça va être quelqu'un de très intuitif, qui va être très inspirant, qui va aller au fond des choses et qui va penser out of the box, là où un ESFJ va être très concret, très pragmatique, avoir beaucoup de bon sens, avoir des capacités d'exécution. En fait, l'un va avoir des idées, l'autre va être bon pour les exécuter. Ça va être un peu ça le résumé. Mais sans parler des compétences, je voulais vous partager plutôt le, le job idéal au fond pour chacun de ces deux profils. Non pas pour que vous vous disiez tiens ça c'est fait pour moi, mais juste pour vous montrer la différence qu'il peut y avoir entre un profil et son inverse. Les ingrédients d'un job idéal pour quelqu'un qui serait INFP, ce serait un job où il y aurait justement une forme d'idéal, un job qui lui permettrait de vivre une vraie vocation, un job dont il serait démesurément fier, un truc qui aurait un sens. Non pas un sens aux yeux de la société, puisque ça, les INFP, ils s'en foutent un peu de ce qui a du sens aux yeux des autres, ça leur passe largement au-dessus, mais un truc qui a du sens par rapport à leur système de valeurs personnelles qui est très, très, très poussé et qui est, je trouve toujours pas le mot, mais qui est vraiment une forme de recherche d'absolu, quoi. Donc un job qui leur permette d'atteindre un idéal. Là, je vous parle des INFP. Un job dans lequel il n'y a pas beaucoup de politique. Un job dans lequel il n'y a pas beaucoup de compétition. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour l'argent. On n'est pas là pour la compétition. On est là pour une forme, encore une fois, d'idéal. Un job qui leur permette d'inspirer les autres. Donc un INFP ou un ENFP, il a besoin d'être écouté. Un job qui leur permette d'exprimer une vision. Et pour pouvoir exprimer une vision, ils ont besoin de temps pour mûrir leurs idées. Il ne faut pas que ça aille trop vite, il faut qu'ils aient le temps de concevoir une vision. Il faut qu'ils aient le temps d'accoucher d'une vision, de mûrir tout ça. Donc ils ont besoin de temps. Ça peut aller vite, mais il y a quand même besoin de profondeur. C'est des personnes qui vont avoir besoin d'indépendance. Mais ça ne fait pas pour autant des gens qui vont vivre dans une grotte. Les INFP, ils ont beau être introvertis, ils ont besoin de partager aux autres. C'est juste qu'ils ont besoin de partager de temps en temps. Et pas à n'importe qui. À des gens intéressants, selon eux. Et à des gens qui sont en mesure d'écouter leurs idées. Les INFP, dans le job idéal, ne comportent pas trop de règles. Pardon, voiture qui passe. Ça va être un job avec des frontières assez floues, parfois entre le perso et le pro, ou en tout cas avec une hiérarchie pas forcément établie. Il faut une grande liberté pour pouvoir explorer plein de choses, un bouillonnement d'idées, de concepts, et pouvoir accoucher, encore une fois, d'une vision ou autre. Donc pas de règles. Il faut qu'ils puissent être avec des équipes créatives. À la limite, un INFP, il s'en fout presque un peu de la performance. Il a surtout besoin de s'enrichir des autres et de créativité et de vision. Évidemment, il faut éviter toute équipe avec de la tension, avec du conflit, avec même de la compétition. Il aime bien les relations, mais il aura besoin de relations plutôt one-to-one, en profondeur. Et surtout, il aura besoin de pouvoir inspirer et faire grandir les autres. Ça, c'est le contour du poste idéal, entre guillemets, de manière un peu... bon, c'est un peu version à plat, version papier, quoi. Ça vaut ce que ça vaut, mais ce sont les contours d'un poste qui plaît à des profils INFP. Donc leur inverse, des ESTJ, vont avoir besoin de quoi? Ça va être des gens très pragmatiques, qui aiment la performance, qui aiment le résultat. Donc ils vont avoir besoin d'organisation. Ils vont avoir besoin que le temps et les ressources soient bien gérés. Et de pouvoir eux-mêmes gérer leur temps, gérer les ressources. Ça va être des gens qui sont doués pour planifier. Comme tu le disais, Jordan, c'est des gens qui sont bien, quand il y a une marche à suivre, qui aiment bien utiliser des outils ou des processus ou des protocoles qui marchent. Parce qu'on veut du résultat, là. On s'en fout de rêvasser, on veut du résultat. Donc ces personnes-là, des ESTJ, vont avoir besoin d'objectifs très clairs. Là où un INFP, il ne faut même pas lui donner d'objectifs, ça ne sert à rien. De toute façon, il va partir dans un truc. Donc les ESTJ vont avoir besoin d'objectifs clairs, ils vont avoir besoin d'objectifs logiques aussi. Ils vont avoir besoin de comprendre ce qu'on leur demande et pourquoi on le leur demande. Et ils ont besoin que ce soit réaliste, parce que ce sont des gens pragmatiques. Donc s'ils voient bien que ce n'est pas possible ou que ça ne va pas dans le bon sens, ça ne va pas le faire. Et surtout, ils ont besoin de sentir que leurs résultats sont tangibles. Les grands concepts, les grandes idées, c'est bien, mais ça fait pas. Pour eux, ça fait pas le monde. L'enjeu, c'est d'avoir des choses concrètes, du tangible, de l'efficacité, ce serait le mot. Ils ont besoin d'un poste avec une hiérarchie claire, où les postes ont été clairement définis. Alors, ça n'empêche pas d'avoir une grande liberté d'action. Il faut que les règles du jeu soient claires. Il faut un environnement stable. En fait, il faut des choses qui marchent, et pour que ça marche, il faut que ce soit carré. Ils aiment les responsabilités, ils aiment pouvoir contrôler ce qui se passe pour que ça se passe bien. Parce que ça ne les empêche pas d'aider les autres.
C'est juste qu'ils aiment bien quand ça marche, en fait, tout simplement. Ils aiment bien l'action. Et ils ont besoin, en tant qu'extravertis, de beaucoup de relations. Donc voilà deux contours de postes très différents, aux antipodes, pour deux profils aux antipodes. Et donc, moi, ce à quoi je vous invite, c'est donc de passer ce test-là, de le faire sur, soit avec un professionnel agréé, ce qui serait le top, soit si vous voulez le faire un peu au rabais, mais ça marche quand même très bien, de le faire sur 16personalities.com. Si vous le souhaitez, de m'envoyer un petit mail, un petit message, et je vous enverrai un book assez complet. Et de voir évidemment derrière ça quelles sont les idées de métier. Les gens qui sont comme vous, qu'est-ce qu'ils font? Ça n'a pas de prix de, de rencontrer des gens avec qui on se comprend bien, avec qui les choses sont fluides, limpides, des gens à qui on ressemble. Et si vous rencontrez ces gens-là, il ne vous reste plus qu'à vous poser la question et à leur poser la question, mais qu'est-ce que tu fais toi? Et comment est-ce que je peux me nourrir de ce que tu fais pour me rapprocher un peu plus de moi-même? Parce que si vous leur ressemblez, il y a moyen de s'inspirer d'eux. Et il y a aussi moyen que ces gens-là vous aident. Donc voilà. Encore une fois, mon point, c'est de vous dire que j'aime beaucoup ce test, que je crois qu'il est puissant, qu'on peut le faire gratuitement dans une certaine mesure, mais si ça ne suffit pas, tant pis, ça ne suffit pas. Et que c'est une invitation à la rencontre, bien plus qu'une feuille de route de quel sera votre job idéal. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Bon, il y aura encore plein de choses à dire sur le MBTI. D'ailleurs, je pense qu'on fera un deuxième épisode sur d'autres aspects du MBTI, par exemple comment on se construit. Parce que ces différents items là dont on parle un peu en vitesse là aujourd'hui, et quand on va un peu plus dans le détail, on voit qu'on se construit à différents âges et qu'on change, et qu'il y a aussi des sous-items qui ont une importance. Enfin bref, il y a plein de choses passionnantes. Si ça vous intéresse d'ailleurs, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, euh, à me, à me le dire si vous pensez que ça vaut le coup d'aller plus en détail sur ce test-là. Et là, je voulais vous parler de pratico-pratique. Euh, on a un peu survolé le sujet, mais euh, encore une fois, inspirez-vous de ça, passez-le, c'est gratuit, et regardez un peu à quelle rencontre ça vous invite. Voilà. Où est votre meute? Des gens comme vous, où sont-ils cachés et qu'est-ce qu'ils font? Voilà, pour moi, c'est ça la question d'aujourd'hui. Voilà, à la prochaine. Bonne semaine, éclatez-vous dans vos boulots, et puis n'hésitez pas à m'écrire, à commenter si vous voulez faire évoluer ces petits lives, s'il y a des choses qui vous plaisent ou vous déplaisent. Bonnes vacances si vous en prenez.